Été comme hiver, c'est par la mer que des centaines de milliers de visiteurs arrivent en Corse. Ces plages et ces criques, ses eaux transparentes et tranquilles, sa douceur et son soleil attirent 3 millions de vacanciers chaque année, 10 fois plus qu'il n'y a d'habitants. Le tourisme constitue la principale activité de l'île. Cette migration pourrait être destructrice pour ces côtes fragiles. Des hommes et des femmes s'évertuent à les protéger. Mais ce n'est plus seulement le littoral qui fait rêver les vacanciers. L'île est devenue une destination que choisissent beaucoup d'amateurs de randonnée, de canyoning ou d'escalade qui viennent découvrir ces montagnes sauvages. Ils sont tellement nombreux que l'on compte bien plus d'accidents et d'interventions de l'hélicoptère en montagne que sur la côte. Un parcours est devenu mythique dans le monde des randonneurs, le GR20, le sentier de grande randonnée. 180 km qui serpentent du nord-ouest au sud-est à travers un massif réputé pour être le plus difficile d'Europe. « 9 h du matin. Nous sommes à Bastia Porretta, l'aéroport, une des 2 bases de la sécurité civile sur l'île. Le docteur Christelle Barr, médecin urgentiste depuis 5 ans. Elle était attachée au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Il y a quelques mois, elle a choisi de le quitter pour venir s'installer en Corse. C'est journée hélico et nuit au SAMU. 24 heures de travail. L'hélicoptère, c'est Dragon 2B. 2B comme le département de Haute-Corse. Xavier Roy est le pilote de permanence aujourd'hui. C'est le chef de la base depuis 22 ans. Oui, des bases hélicoptères, Xavier Roy, bonjour. Oui, bonjour le CODIS. Oui. Le CODIS, le centre opérationnel des secours. Alors, oui, un infarctus dans le secteur du San Pedrone. On a les partenaires à la base. On a le médecin, c'est Christelle. Oui. Et il n'y a pas de coordonnées, d'accord. OK, bon, ben, je préviens les équipes et on décolle dans la foulée. Hein. Je préviens le mécanicien. Merci, à tout à l'heure sur la fréquence. On va dans ce secteur-ci, le San Pedrone. C'est le sommet le plus haut dans la Castaniche. Hein, donc on part avec le médecin et l'équipe PGHM, puisqu'on est dans un milieu qui n'est pas accessible par la route. Et comme c'est un infarctus, il faut les minutes comptent. Voilà. Olivier et Jérôme appartiennent au PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Christelle aura certainement besoin de leur aide pour porter secours à l'homme victime d'une attaque. Voilà, pas d'alarme, pas d'avertissement, tout est OK, les moteurs sont à fond, l'horizon dégagé. Ils ne savent pas où se trouve le groupe de randonneurs. La personne qui a téléphoné a dit dans un anglais approximatif qu'il se trouvait sur le chemin de randonnée du mont San Petrone. Il compte obtenir plus d'informations en vol. Le San Petrone à 30 km de la base. 12 minutes en hélicoptère contre 2 heures par les routes et les chemins. Sur le plan médical, les informations n'ont pas été très précises. Il faudra improviser. A priori, quand l'information est bien relayée, on sait un petit peu sur quoi on
pas. Après, on peut toujours avoir des surprises sur l'âge du patient, ses antécédents, le mécanisme exact du secours, etc. Cette randonnée du Sempétrone est longue de 6 km, avec 800 mètres de dénivelé. Les bons marcheurs mettent 3 heures pour effectuer l'ascension. Comme ils ne savent pas où se trouve le malade et que la végétation masque une bonne partie des chemins, le pilote décide d'envoyer les gendarmes à sa recherche au sol. On va descendre a priori le PG et le médecin dans la foulée. Ah oui, je pense. Hein. C'est un arrêt cardiaque, il n'y a pas à réfléchir. Olivier, on est sur la piste, là. Ça y est, on attaque. Hein. Ils sont au-dessus du sentier, mais le maquis et la forêt sont denses. Il y a des pistes un peu partout. Il y a une deuxième trouée. On voit personne. Parce que là, il y a une piste qui repart à droite. Ouais. Elle part dans tous les sens, Non. la piste. Est-ce qu'ils n'auraient pas pris la deuxième piste? Parce qu'il y a une piste qui part de l'autre côté. Hein. Attends. Bon, sinon, on vous trahit par là et puis vous remontez un petit peu, vous essayez d'appeler, non? Ouais, je pense que c'est peut-être ce qu'on va faire. Hein. Prends le chemin à droite. Stop. Pas devant. Ils sont près du sommet du Sempétrone. La personne qui a téléphoné a dit que le groupe se trouvait à une demi-heure du départ. Je suis dehors. Cela fait 10 bonnes minutes qu'ils cherchent et plus le temps passe, plus ils risquent d'arriver trop tard. Ils décident qu'Olivier sera déposé sur le sentier pour le parcourir dans le sens de la descente. Avant 5, 3, 2, 1. Stop pour le moment. Dragon pour Olivier. Moi, j'ai commencé à... Je descends là, en aval du chemin. J'ai commencé à courir. Pendant qu'Olivier dévale la pente, l'hélicoptère est nettement plus bas pour déposer Jérôme, qui lui va remonter la piste. L'un ou l'autre devrait retrouver la victime. Bonjour, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a fait un malaise au-dessus? On a vu une famille qui descendait, c'est tout. D'accord, vous descendez de... On monte là, tous les quatre. Vous montez, d'accord, ok. Ouais. Merci. Après quelques minutes de course en altitude, même un gendarme surentraîné éprouve des difficultés à reprendre son souffle. Cela fait près d'une heure que l'homme a été victime de son malaise cardiaque. Mais lorsqu'ils se rejoignent, les gendarmes ne l'ont pas trouvé. T'as vu les gens en dessous ou pas? Ouais. Eux, ils montent. Ils ont vu quelqu'un ou pas? Ils ont vu personne? Là, faut qu'ils me récupèrent. La victime n'est pas sur cette piste. Ils doivent chercher ailleurs. Ouais, Dragon, est-ce que tu peux nous récupérer au treuil? Ok, j'ai visuel sur eux. Tiens, là, ils vont se manger les feuilles. Cody du Dragon, maintenant 5-5. On est toujours à la recherche, on avait posé les 2 PG sur le chemin. Ils ont fait jonction, ils n'ont trouvé personne. Xavier, visiblement, on aurait des coordonnées GPS. Ils ont reçu par texto au moins, tiens. 42 La base de Bastia appelle. Elle pense avoir localisé les randonneurs. Elle leur transmet des coordonnées. Le PG les a reçus par SMS, donc on a les coordonnées des personnes. Là, on est à quelques secondes. On a pris un temps fou là. Ah ouais. On vous trahit là? Ouais, ok. Allez, sur la piste.
Les gendarmes sont encore à plusieurs centaines de mètres du point qui leur a été communiqué. Ça gueule, non? Non. Ah non, c'est une clochette. Chèvre. Ah, il biquette. On devrait y être là. Hein? On devrait y être. Pendant qu'ils dévalent la pente, l'hélicoptère continue les recherches depuis le ciel. Soudain, c'est Christelle qui aperçoit un groupe arrêté. Il y a des gens qui font signe, c'est là-bas. Oh, c'était là. Tu vois, l'information de départ, Ouais, c'est elle clair. est complètement fausse. C'est une demi-heure de l'arrivée et non pas une demi-heure du départ. Christelle n'attend pas que les pales de la machine soient à l'arrêt. Bonjour, je suis le médecin. Il est mal à la cœur. Bonjour monsieur. You speak French? English? English, German. Okay, so what's happening? We walked up to the top. Yeah. And when we came down, he felt aching here. Okay. And in the back. L'homme est tout à fait lucide. Bonjour. Les gendarmes finissent de dévaler le chemin, ils vont pouvoir aider Christelle. Donc un monsieur de 62 ans qui a déjà fait un infarctus il y a 2 ans, qui a plein de ressorts partout dans les artères et qui a mal dans la poitrine. Il fait un gros infarctus, je pense. Is it very serious? It's serious, yes, but he's quite okay, so we are going to be fast if it's possible. Bah là c'est bon, on va pouvoir y aller. Hein. Are you okay? Yeah? Is it okay for the pain? Yeah? No pain or little? Little, okay. C'est bon pour décoller? À pleine vitesse, la machine vole à 250 km/h. Sans elle, les secouristes auraient mis au moins 4 heures pour ramener le malade vers l'hôpital. Cinq minutes posé à l'hôpital, tu peux prévenir le salut, merci. Le randonneur au cœur fragile va rester 1 semaine à l'hôpital de Bastia. Cela fait 13 heures que Christelle est de garde. Mais une garde, ce sont 24 heures d'affilée. Allez, un petit café. Ça aide à tenir quand même. Hein. Je dois en boire, je sais pas, 4-5 par jour. Être urgentiste, ce n'est pas une médecine dans le confort d'un cabinet. Hop là. Ça fait maintenant 5 ans que je suis médecin urgentiste. Je crois que ça a toujours été une évidence pour moi de vouloir être médecin. J'ai grandi avec un père qui était médecin. Je l'ai perdu malheureusement quand j'étais jeune. Mais je pense que de l'avoir vu exercer son métier avec passion, avec humilité, m'a donné cette envie de suivre un peu ses traces quelque part, je pense. Je suis vraiment très très épanouie dans mon métier d'urgentiste et j'ai pas l'intention d'en changer pour le moment. Mais peut-être que dans quelques années, si jamais un jour j'en ai marre de faire de la médecine d'urgence, si ça me pèse ou si mon état de santé change ou je ne sais quelle raison, peut-être que je serais contente de pouvoir faire un autre métier en médecine générale dans un cabinet. Ce n'est pas toujours le cas, mais cette nuit de garde va être tranquille. À une demi-heure de Bastia, les Agriates. Certains disent le désert des Agriates. Une quarantaine de kilomètres de côte sauvage entre Saint-Florent et l'île Rousse. Pas une route, pas de village, pas de maison, un morceau de terre brute.
Ceux qui veulent découvrir des anses et des criques comme on en voit dans les magazines peuvent s'y engager à pied. Ils mettent 3 jours pour arriver au bout. L'autre solution, c'est le VTT. C'est une des innombrables balades que réserve l'île. Depuis qu'elle est arrivée ici, Christelle les explore avec Nicolas, son compagnon. Le sentier des douaniers. Ce nom date du temps où les trafiquants débarquaient sur cette côte, cigarettes et autres produits de contrebande. Lorsqu'ils vivaient à Grenoble, Christelle et Nicolas pratiquaient beaucoup de sport. Mais s'ils ont quitté cette ville, c'est parce qu'ils avaient encore plus besoin de nature. Yes, petite pause bien méritée. Ça fait du bien, ça apaise. Je crois qu'on est dans le bon endroit pour dire que la nature d'abord en Corse, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Elle est vraiment préservée. C'est en fait au cours de vacances qu'on a passé ici à l'occasion de la traversée du GR20 il y a quelques années, on a eu un coup de cœur. On s'est rendu compte qu'il y avait une telle diversité dans les paysages, dans la culture, dans le milieu en général, qu'on ne pouvait pas appréhender la Corse comme ça en quelques semaines. Tout ça, on l'a sous la main ici. C'est génial d'avoir tout dans un mouchoir de poche. Un mouchoir de poche, un grand mouchoir. Un mouchoir si grand qu'en plein été, ici dans les Agriates, on peut presque se sentir seul sur la plage. À une vingtaine de kilomètres de cette plage de carte postale, des sommets qui conservent longtemps la neige. C'est là que serpente le GR20. Un chemin escarpé qui suit les traces de passage d'animaux et qui, en 180 km, traverse l'île du nord au sud. Souvent, le GR20 rejoint les lignes de crête. Il faut 15 jours à de bons marcheurs pour le parcourir intégralement. Christian Casanova et Doumé Tondini, 2 agents du parc naturel, nous emmènent vers le premier refuge que l'on trouve en altitude. Leur programme aujourd'hui, 3 km de marche, 400 mètres de dénivelé avec sur le dos 10 kg chacun pour installer une parabole au refuge de Tijetu. Tijetu, à 1680 mètres d'altitude, c'est l'un des 15 refuges que l'on trouve tout au long du GR, comme l'on dit ici. Christian Casanova est originaire de Corté. Il a toujours arpenté la montagne, il la connaît par cœur. J'avais 11 ans, 12 ans, et je fréquentais déjà certains agents du parc à l'époque qui nous amenaient, qui nous faisaient dormir dans les refuges. Et c'est ça un peu qui a donné aussi le goût vraiment de la montagne, quoi. À partir du moment où on est sur le terrain, donc déjà on est heureux, quoi. Je veux dire, ces endroits magnifiques. Christian et Doumé s'occupent de l'entretien des refuges hors saison. L'hiver, fort peu de randonneurs viennent jusqu'ici. Et c'est vers le milieu du printemps que les agents du parc s'affairent pour tout remettre en état. L'été, beaucoup de marcheurs s'arrêtent au refuge de Tijetu. Certains soirs, ils peuvent être plus de 100, jusqu'à 150. Ça, c'est le dortoir, donc. Il n'y a que 36 matelas. Pour ceux qui n'ont pas réservé, c'est bivouac. C'est bon, hein. À partir du mois de juin, les refuges sont gardés, donc c'est les gardiens qui s'en occupent, mais toute la partie hivernale, on essaie de passer régulièrement pour que les refuges soient en état de fonctionnement et que ça serve surtout d'abri pour les gens quand ils arrivent des randos à ski ou maintenant, même s'il n'y a plus de neige, qui est nécessaire pour passer la nuit, quoi. Ouais, cherche bien. Mais pas, quand même pas tes doigts dedans, hein. Non, vas-y.
L'antenne dont ils équipent le refuge permettra d'alerter rapidement les secours en cas d'accident dans les alentours. C'est bon. Bon, j'ai un visu sur toute la vallée, moi. Hein. Étant donné que je suis en hauteur, c'est un paradis, quoi. On y est bien ici. Le paradis de Doumé peut rapidement se transformer en cauchemar pour certains. C'est quand même une partie du GR20 qui est assez dangereuse, donc il y a pas mal de secours qui sont faits dans ce secteur. Christian sait de quoi il parle. Des randonneurs en perdition, il est allé en chercher quelques-uns. Doumé et lui sont pompiers volontaires. En ce printemps, ils se sont lancés à la recherche des dégâts provoqués par les intempéries hivernales. Ils sont maintenant en Balagne, dans le cirque de Bonifatou. Avant l'afflux des randonneurs, Christian et Doumé parcourent le sentier pour tout remettre en état, s'assurer que les passages difficiles sont encore sécurisés. Ah mais Doumé, là il a cassé. Ah ouais? Ouais. Oh. À la sortie de l'hiver, il y a des pierres qui tombent. Donc la neige, des gels et tout, les pierres partent. Il suffit qu'elles arrivent sur le maillon et ça casse le maillon. Des fois, c'est le point d'ancrage qui lâche. Dans la mesure où de plus en plus de néophytes viennent s'aventurer sur le GR, les gardes sont obligés d'être de plus en plus vigilants. Peut-être cela leur évitera-t-il d'avoir à intervenir plus tard avec leur autre casquette, celle de secouriste. Oh là, celle-là, d'après moi, elle est... Ouais, ça, il faudra la changer. Hein. Elle est complètement pourrie. Hein. C'est pas bon du tout, là. Hein. Là, elle va casser, il y a quelqu'un qui va passer au travers, là. Donc là, c'est dangereux et il faut qu'on la change là au plus vite, là. Il est capable de passer 60 personnes par jour, en gros, hein, 50-60 personnes par jour. Donc elles sont quand même fréquentées, donc il faut être attentif. Dans les années 70, lorsqu'il a été inventé par un alpiniste venu du continent, ce GR20 s'adressait à des sportifs bien équipés, capables de porter des sacs de 25 kg. Mais depuis que les refuges proposent du ravitaillement aux randonneurs, ceux-ci ont pu réduire leur charge. Avec à peine 10 kg sur le dos aujourd'hui, on peut le parcourir de bout en bout. Et il y a de plus en plus de marcheurs qui viennent tout au long de l'année. Mais certains ne sont pas au mieux de leur forme. Nous, on sait que les chemins sont en état. Après, les gens, ils viennent pour faire le GR en une semaine ou en 2 semaines, le GR complet. Et ils ne prennent pas en compte la météo et puis ce qui peut se passer entre-temps. Et donc, ils partent quand même, quoi. Et le problème des accidents, c'est souvent lié à ça. Bouge. Ils ont morflé les câbles, hein. Ouais, mais... Toi, regarde là. Il y en a beaucoup qui sont cassés. On va essayer de repartir ici. C'est quoi? Moi, je voulais en mettre un comme ça, déjà. Voilà, ouais. Là, on va essayer de remettre un peu celui-là, là. Les endroits sensibles et dangereux comme ici, on est obligé d'intervenir et d'être vigilant. On n'a pas droit à l'erreur, on est à 10 mètres de haut et il y a des gens qui évitent déjà la passerelle en passant justement par le ruisseau et ça devient encore plus dangereux pour eux parce que souvent ils glissent et ils arrivent dans le lac sous la passerelle et le résultat c'est une jambe cassée, un bassin, c'est arrivé plusieurs fois, quoi. La montagne corse, sauvage et grandiose, un terrain de jeu exceptionnel. Mais il vaut mieux ne pas se faire mal, parce qu'alors, les choses peuvent vite se compliquer. La base de Bastia vient d'être appelée pour un blessé qui a fait une chute dans un canyon, loin de tout. Le but du jeu, c'est d'extraire la personne et d'amener éventuellement le médecin en contact pour calmer la douleur si la douleur est intenable. Aujourd'hui, le pilote, c'est Franck, un ancien de l'aéronaval. La victime est une femme.
Ceux qui l'accompagnent sont incapables de la sortir du canyon dans lequel ça s'est passé. Une situation à laquelle Christelle a déjà été confrontée. Le patient est d'un milieu hostile, humide, il a vite froid, il peut vite compliquer son état de départ. Le torrent se trouve à plus de 800 mètres d'altitude. Pour l'atteindre, l'hélicoptère devra monter beaucoup plus haut. Il est parti avec un minimum de carburant pour être le plus léger possible. D'autant qu'ils vont passer par Corté pour prendre 2 secouristes qui connaissent bien ce terrain. Ouais, Dragon, je t'ai en visuel. Ok, c'est radio, 5-5. Là, on prend des secouristes montagnards qui ont les qualifications nécessaires pour aller secourir la victime en milieu périlleux. Le milieu périlleux, c'est un canyon à l'accès très compliqué que Franck le pilote n'a jamais vu. Mais Christian Casanova, l'agent du parc, qui est aussi chef des secouristes, le connaît, car il y est allé souvent. Vous êtes attaché, vaché derrière? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Voilà. Tu nous guides, hein, Christian, parce que moi, le canyon du Verguero, j'ai jamais été. Direction Vénaco, il faut remonter à 1000 mètres et là-haut il y a une DZ. Et le canyon il est juste en dessous, il y a quoi 200-300 mètres. Ah d'accord. Ça fait qu'on peut faire un bout ou un point de posée, tu vois, comme tu disais. Il faudra parce que comme j'ai pas pris beaucoup de pétrole, il faudra que j'en économise dedans. Ce torrent se trouve à une 60aine de kilomètres. En Corse, cela peut prendre beaucoup de temps. Par les airs, 18 minutes. Toi à midi, Franck, à midi, on voit qu'il manque quelques arbres là-bas. Ouais. Les canyons sont en bas maintenant là. Ouais, le canyon il remonte, tu vois. Et alors tu remontes par là? Le mec il serait à gauche. Dans le chemin. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Déjà je veux le positionner. Déjà bon, on va le trouver là, regardez un peu. Hein. On va arriver sur un groupe là, mais il n'y a personne qui fait signe quoi. Hein. C'est en dessous. C'est en dessous, ils sont Ah ouais, en positionnés. dessous là. Ouais. Il y a plein de monde. Ah c'est plus haut, il nous dit. Faut monter. Ok, on remonte. C'est pas là. Ouais, mais là je suis au taquet. Ouais, je l'ai vu. Ok, visuel. Je te le montre. Il est là, regarde. Ah, ok, d'accord. Dans la trouée, là, ok. C'est bon, ouais. Moi je suis prêt. Ok, à toi. Comparé au treuillage, Ouais. je suis dedans, j'attache le secouriste. Secouriste attaché, je le sors. S'il est sécurisé, ok. Je le désécurise. Autorisé au treuillage? Oui, tu es autorisé. Ouais, je t'envoie du câble, oui. La victime faisait du canyoning, ce qui consiste à progresser à pied ou en nageant dans des torrents. Elle se trouve avec un accompagnateur qui connaît parfaitement le coin, mais qui ne peut pas l'évacuer par voie terrestre. Allez, on orbite, on attend son message. Oui. Franck, le pilote, tourne au-dessus du canyon en attendant que Christian fasse une première évaluation de la situation. Ok, bon, comment tu veux procéder là? Est-ce qu'il y a besoin du médecin? Bah, tu as fait un bilan déjà ou pas? Ben, je confirme 43 ans, féminin, consciente et cheville droite. Hein. Est-ce que tu crois qu'elle nécessite le médecin avec elle? Ah, ils lui ont fait un bandage. Moi, je pense que ne faut pas bouffer trop de kéro. On lui met la culotte, on l'extrait et puis on peut faire à la limite le position à des aides pour bien conditionner. Ça te va, Christelle? C'est parfait. C'est une Anglaise qui s'est mal réceptionnée après une glissade. Elle semble effectivement incapable de marcher. Est-ce que je peux monter vertical? Tu peux monter vertical, comme ça. Bon vertical, toujours. C'est bon à gauche, c'est bon derrière. En fait, je ne vais pas l'abîmer. Voilà, elle est sécurisée, on fait la rentrée. Attention à sa cheville. Hein. Je suis dedans. Prends ton temps pour la rentrée délicatement. J'y vais doucement, voilà. Je lui fais signe de rentrée. Elle rentre. On va faire. Christelle a quelques secondes pour estimer la gravité de la blessure. Bonjour. Bon, bougez pas. Elle a l'air de supporter la douleur. Je n'ai pas fait une évaluation exacte parce qu'on est dans l'hélicoptère, qu'on ne peut pas communiquer facilement.
On est rapidement à Corté où elle va pouvoir être mieux examinée, mieux interrogée et puis prise en charge aux urgences directement. L'aérodrome de Corté. Okay, and then you can move? Yeah, I can move And it. you can feel very good? Yeah, I can feel You feel it. your leg? Yeah. Yeah, okay. Des interventions comme celle-là, il ne les compte plus. Une routine dont Christian Casanova ne se lasse pourtant pas. Vous la mettez à sec rapidement là-bas. L'été, il y en a au moins 2 par jour en moyenne, hein, sur l'ensemble de la saison estivale. Ouais, et puis tout confondu, quoi. Randonnée, canyon, randonnée équestre, moto. Enfin, tout ce qui n'est pas accessible, donc c'est fait par les équipes spécialisées. La victime anglaise va rejoindre l'hôpital. Elle ne le sait sans doute pas, mais elle n'aura rien à débourser pour tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour la sortir de sa situation compliquée. Ok, good luck. La France est un des rares pays où le sauvetage est gratuit. Ni les victimes ni leurs accompagnateurs n'auront à payer quoi que ce soit. À 40 km de Corté, dans la vallée de l'Esanie, un petit village haut perché, Loriani. C'est ici que Jonathan élève ses cochons. À 30 ans, il est fier de perpétuer les pratiques familiales, avec bien sûr le fameux cochon corse, comme le faisaient ses ancêtres. Jonathan est un des rares jeunes qui ait décidé de vivre dans ces villages de l'intérieur apparemment inaccessibles. Christelle Barre avait dit à Christian Casanova et à son compère Doumé qu'elle voulait connaître des lieux que ne fréquentent pas les touristes. Alors ils lui ont proposé cette plongée dans une Corse plus profonde. Oh Jonathan, alors, comment va? Ça va? En forme? Ouais. Bonjour. Ah, mais on venait un peu voir si tu restais un peu de charcuterie, mais elle voulait un peu goûter de la charcuterie authentique. On a dit bon, on viendra ici parce que c'est vraiment l'endroit, quoi. Il t'en reste? Il m'en reste. On peut... Bon, on a le temps de finir de donner à manger aux animaux et, et on passe. J'ai décidé de faire agriculteur pour essayer de continuer à vivre au village et pour justement profiter et garder un peu cette terre authentique comme elle nous a été donnée par nos anciens, quoi. Moi, je fais plutôt du commerce de vente directe. Voilà, c'est des gens qui me connaissent, qui connaissent mon produit, qui m'appellent et qui me disent je monte, prépare-moi ma commande. C'est des gens souvent qui commandent bien un an avant. Et puis ils montent de prendre leur jambon quand arrivent leurs enfants du continent, leurs saucisses, leurs copes, leurs lonzos. C'est sympa de voir comment sont élevés ces cochons, comment ils sont nourris, comment ça termine dans nos assiettes, quoi. Pour rencontrer Jonathan, il vaut mieux connaître la région. De toute façon, pour lui acheter un de ces jambons, il faut s'y prendre à l'avance. Jonathan vit dans la maison de ses parents. C'est là que sa charcuterie prend toutes ses saveurs. Alors ça, c'est le fumoir familial. C'est là où mes parents font de la farine de châtaigne et c'est le fumoir aussi que je me sers pour fumer ma charcuterie. D'accord. Ça sent bon, hein? Et voilà, ça sent... Le bois, là, ça sent le... Waouh! On a un paquet, hein? Alors, Donc ça, c'est dans quoi? une chemise, c'est un voile qu'on met, histoire de le protéger des mouches, de tout ça, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, ça le protège un peu, comme ça la viande n'est pas directement en contact avec l'air. Ça, tout petit jambon. Nickel. Voilà. Ça doit peser entre 5 et 6 kilos. Ouais. Il y a du boulot, hein? Et non, mais pour faire profiter la famille, les amis, puis déguster ça de temps en temps, c'est chouette, un vrai jambon. J'en ai jamais acheté.
Une chose est sûre, les jambons que l'on trouve chez Jonathan ne viennent pas des usines d'engraissement normalisées. Dans les villages, on sait prendre le temps. Celui de laisser les cochons grandir à leur rythme et celui de retrouver un rythme de vie d'un autre temps. Allez, pas le quignon. Ah, pas le quignon. Et avec un petit verre de vin. Ouais. Aux avis. Tout bien organisé, rien à dire. Il y a l'endroit, il y a le soleil, il y a un peu d'ombre, l'eau qui coule, les bons produits, la bonne ambiance. Il est vraiment noir hein, celui-là. Hein. Il y a une couleur. C'est fort celui-là. Hein. C'est quoi comme saucisse? Alors ça c'est du saucisson et de la coppa corse qui ont été faites avec des cochons corses. 60 jours avant abattage, il faut que le cochon ait mangé, ait été affiné au gland et à la châtaigne. Donc c'est pour ça qu'après, à période de châtaigne, ils sont plus ou moins lâchés. Dans la nature, voilà, sous les châtaigniers. Voilà. Ouais. Commande de Dragon 2B, à nouveau Xavier Roy. Dans la soute, 2 gendarmes et le médecin. Ils vont chercher quelqu'un qui a fait une chute sur le GR20 dans une partie très escarpée. Alors l'info que je viens d'avoir par le PGHM, c'est une personne qui a chuté sur le chemin de randonnée entre le refuge de Tchoutoulou et la Paglia Orba. Et d'après un témoin, cette personne serait inconsciente. Le PGHM, elle est coordonnée, mais on ne sait pas de quel côté il est tombé, quoi. En fait, c'est au cours d'un passage sur une arête rocheuse dangereuse que le randonneur serait tombé. Xavier, le pilote, connaît le coin, mais les informations que le témoin a transmises sont approximatives. Je vais d'abord faire un petit recours de ce côté. Ouais. Si on voit rien, on bascule de l'autre côté. Ça marche. Les éboulis d'énormes rochers ne permettent pas de distinguer une éventuelle trace. On va aller au refuge, on va demander plus d'infos. Oui. Parce qu'apparemment, il y avait un témoin en refuge, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon. C'est le gardien de ce refuge qui a appelé le peloton de gendarmerie et donné l'alerte. Parce qu'un randonneur y est arrivé en expliquant qu'il avait vu quelqu'un tomber dans un ébouli. Un peu chiante cette DZ. Ouais, tu vois pour les rochers là. Cela il m'avait dit, ils auraient pu la faire plus grande. Jérôme, l'un des gendarmes, est envoyé au refuge pour obtenir plus de renseignements. Bonjour, le gardien il est où? Parce que nous on a fait un premier tour. Ah non, si vous êtes descendu, j'ai expliqué, parce que c'est le monsieur qui l'a trouvé. D'accord. Alors, voyez là, le petit trou là. Ouais. Le col. Il est à cette partie-là, comme ça. D'accord. Voilà. À mon avis, le type il est monté pour les crêtes. Il a dû tomber à 10 minutes du col d'ici. Mais de ce côté, de l'autre côté. D'accord. C'est pas loin. Alors tu vois le col en fait qu'on a juste en face là? Le col des morts là. Ouais, le col des morts. Ouais. Et sur la droite on voit un tout petit trou. Normalement il doit être juste dans le secteur. Mais de l'autre côté. De l'autre côté. On va y aller direct comme ça.
Il y a un gros éboulis là-bas à droite, on va aller voir là-dedans. Je le vois le mec. Tu le vois? Ouais. Tu vois là, t'as le gros. T'as 2 gros blocs à ta droite là. Ouais, d'accord. Oui. Et il est posé sur une dalle. Il est posé. Ah oui, à tes midi. Par contre, il a pas l'air bien du tout là. Ah d'accord, vu. Alors prépare-le, fais le triage. À mon avis, le gars. Il est raide? Ouais, je pense, ouais. Il bouge pas. Ils l'ont laissé seul. Oui, les gars, les explications plus tard. C'est pas grave. Allez, au triage. Les explications plus tard. Pour l'instant, ils doivent sauver le randonneur s'il est encore en vie. Descente. Voilà. Ok, descente, le gros passe. J'ai toujours pas le visuel. Tu le vois pas là? Non, du tout. Du tout, je dis du tout. Je vois pas. Il est à tes pieds pratiquement. Attends, je vais essayer de l'avoir de ton côté. Tu le vois pas là? Ah ok. Oh, bon. Je prends en compte. En avant 10. Ouais, il est mort. En avant 5. C'est pas sûr. Si. Il est inconscient, mais... Non. Ok, stop pour l'avant. Il est à 1 mètre, presque le contact. Contact. Allez, Delta. Delta, le randonneur est mort. Ils ont un réflexe de professionnel. Ne pas s'apitoyer et démarrer immédiatement l'enquête qui doit permettre d'expliquer ce qui s'est passé. Je te laisse faire les photos. Ouais, j'en fais quelques-unes. Il y a du sang de partout là. Ouais. Là j'en ai tout du long en fait. Ok. Vas-y, remonte dans l'axe, tu vois, qu'on puisse déterminer à peu près l'axe dans lequel il s'est mis la boîte. L'axe de chute, ouais. Voilà, on fait l'enquête. Là, comme tu peux constater, c'est un terrain qui est très très raide. Donc là, dès que tu prends la vitesse sur ce genre de terrain, tu t'arrêtes plus, quoi. Hein. Donc là, il y a Jérôme qui est en train d'essayer de repérer les impacts pour qu'on puisse déterminer l'axe de la chute. Trouver l'axe de la chute et acquérir la certitude qu'il s'agit bien d'un accident. Là, j'ai toujours rien. Être sûr que le mort n'a pas été poussé. Ah, j'ai des lunettes ici. Ouais, bah super, alors tu me fais le signe. Mais il ne trouve rien qui puisse les faire douter de l'accident. Il y a au moins 20 mètres. 20 mètres dans une barre, si tu tombes, t'as quasiment aucune chance de t'en sortir, quoi. C'est ce qui est arrivé à ce pauvre homme, quoi. Là, il y a une montre. Si c'était notre quotidien, ça serait bien malheureux. Comme je dis souvent, dans notre métier, il y a des joies, il y a des peines. Et là, malheureusement, c'est de la peine. Ouais. C'est toujours triste d'aller en montagne pour se faire une journée plaisir et puis de finir comme ça. C'est la life. Ces moments terribles sont ceux où ils détestent leur métier. C'est vraiment pas évident. Voilà, d'annoncer la perte d'un être cher à la famille, ça reste une... Voilà. Là au moment où je te parle, notre travail n'est pas encore terminé. Il se terminera voilà, quand on aura averti la famille, quand on aura tous les éléments nécessaires pour leur donner les mots justes, les plus appropriés pour annoncer ce genre d'événement dramatique. La nuit se prépare lorsque Dragon 2B approche de la base. Chaque fois qu'ils empruntent ce parcours, les équipages sont confrontés à un souvenir qu'ils ne parviennent pas à oublier. On passe l'endroit où il y a eu l'accident il y a 4 ans. 2 de nos camarades sont décédés, hein, le pilote, le mob, le médecin également, avec une personne qui était enceinte. Voilà, donc c'est toujours très douloureux à vivre. Quand on passe à proximité de cet endroit, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Il y a une hostelle hein, qui est sur la partie haute de cette crête. Comme je dis souvent, on a un métier à risque, hein, comme les secouristes, comme les pompiers. Et des fois, les éléments font que c'est imparable, quoi.
La Corse du Sud. La réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, la plus grande étendue marine protégée de France métropolitaine. Plus de 80 000 hectares qui, ajoutés à 20 000 hectares également protégés côté italien, constituent la première réserve marine internationale. Dépassé. Aujourd'hui, il est interdit d'aborder sur certaines de ces îles. D'autres n'acceptent des visiteurs que de novembre à fin mars. Si parfois des hommes et des femmes s'y aventurent, c'est pour prendre soin d'elles. Ils ne sont ni médecins ni sauveteurs, ce sont les anges gardiens de la réserve. C'est sur l'initiative des pêcheurs de Bonifacio qu'il y a une quinzaine d'années, la décision de protéger cet espace a été prise. Au nord de la réserve, Porto Vecchio. Il y a encore quelques petits bateaux de pêche qui n'ont jamais fait grand mal à l'environnement, mais la station est devenue la plus à la mode de l'île. Les gros bateaux de plaisance montrent bien qu'ici, le tourisme a pris le pas sur les activités d'autrefois. Un tourisme qui peut constituer une menace. Salut Marie-Laure. Marie-Laure Pozzo di Borgo est née dans un village de l'arrière-pays. Régis Colonna est responsable de la surveillance de la réserve naturelle. Marie-Laure est botaniste. Nous allons la suivre sur l'île du Taureau. Une île sur laquelle aucun humain n'a le droit de mettre les pieds, sauf elle et les agents de la réserve. Et encore n'y vont-ils qu'une fois tous les 2 ans. On travaille sur une espèce végétale, une endémique, à la Corse et à la Sardaigne, le silène velouté. Et on recense régulièrement tous les 2 ans l'ensemble de la population. Donc on compte tous les pieds, on les mesure, on travaille sur des classes de taille. Et comme ça, on essaye d'avoir une idée de la population de cette espèce sur l'ensemble du territoire qu'on gère. Le silène velouté, une plante très particulière, s'est réfugié sur quelques îlots sardes et corses. En particulier sur cette île du Taureau. On n'en a trouvé trace nulle part ailleurs dans le monde. À une vingtaine de kilomètres en mer se trouve un petit archipel d'îlots magnifiques, les Cerbicales, qui bien évidemment attirent les plaisanciers. On ira comme ça. La plante est menacée par la fréquentation touristique, mais aussi par des espèces invasives, par exemple des rats et aussi les oiseaux. Il y a quelques années, on a craint qu'elle disparaisse. Et donc, une fois tous les 2 ans, Marie-Laure part sur l'île à sa recherche, voir si ce silène velouté est toujours là. C'est bon ? Ouais, c'est magnifique. Hein. Ah, comme c'est beau là. Ah, comme c'est beau. Tu vois, sur la végétation, le maquis qu'il y a, là, il n'y a rien, tu as 3 cailloux. Heureusement qu'il y a le silène. Ouais. Tiens, on va faire ce pied là. On commence par ce petit secteur, oui. Ben, je te suis, je te laisse descendre prendre les mesures. Ouais. Ok. On commence. Essaye de ne pas glisser là. Hop. Ça va. Non, je vais essayer de ne pas glisser non plus. Mais en fait, moi, je peux me caler là. Alors, je vais commencer par ce pied, Marie. Alors, vas-y. Alors, je note un grand pied non fleuri. Grand pied non fleuri, 96. 96.
30 la hauteur. 96,30. C'est noté. Là, on a vraiment une rareté sur cet îlot. Hein. Quand cette plante a été découverte, c'était à peu près dans les années 70. Nous, on effectue depuis les années 2000 un suivi assez régulier. Si cette espèce était piétinée, s'il y avait des dégradations sur l'îlot, forcément, on n'aurait pas cette belle population. Je vais faire celui-là. Là, il est fleuri. Fleuri. 70. Et au niveau de la hauteur, 41. C'est une plante qui est, quand on regarde la végétation sur l'îlot, elle est quand même très différente des autres. Ça forme d'abord des rosettes et puis après des pieds un peu plus gros. Elle a de très belles feuilles vertes. On l'appelle le silène velouté parce que justement il y a beaucoup de petits poils sur ces feuilles. C'est une façon de résister aux embruns, à la chaleur qu'il y a sur cet îlot. Et après quand elle va fleurir, elle fait des petites fleurs roses. Je vais passer à ce pied là. Ils sont quand même tous de très grande taille. Hein. Ouais. Donc là c'est aussi... Et tu as moins de plantules que la dernière fois qu'on a fait le comptage. Il y en a quelques-unes là. Hein. Moi j'ai le vertige, j'ai bien le vertige même. Ça va, mais je suis. Ils sont sympas, ils m'attendent. Elle se plaint jamais, Marie-Laure. Attention, là, il y a le vide. Hein. Ouais, c'est gentil. Parce que, en fait, ah ouais, super. C'est beau, là. Et tu vois, regarde, dès qu'il y a une faille et un petit peu de sol, ça pousse, là. Tu m'attends là, je t'attends là, oui, non, je te suis pas, moi. C'est une plante qui est relativement fragile. Là, on voit Régis, quand il la manipule pour la mesurer, il prend beaucoup de précautions parce qu'elle a des branches qui sont très friables. Et du coup, l'action mécanique des oiseaux ou de l'homme en piétinant, et ben voilà, ça va casser les pieds, ça va tuer la plante. Celui-là, tac, 43. 25. 43, 25. En fait, ici, pas beaucoup de monde peut débarquer. Donc les gens n'ont pas cette chance et nous, en travaillant ici, eh bien, on peut profiter de tout ça. En fait, c'est ces endroits secrets aux agents de la réserve naturelle, tout à fait. Ouais. Pendant un moment, on a pensé que cette espèce elle serait en voie d'extinction et qu'elle était en train de disparaître sur cet îlot. Et en fait, on se rend compte par nos comptages tous les ans que non, c'est pas le cas. Peut-être un jour, grâce à ce silène velouté, des chercheurs trouveront-ils une pharmacopée pour résister aux excès de sel. La réserve, ses plages, ses criques sauvages, ces îlots, son eau turquoise, attirent les touristes. Palombagia, entre Porto Vecchio et Bonifacio. L'une des plages les plus fréquentées. Trop fréquentée. Elle est en danger, en train de disparaître, avalée par la mer. Elle ne fait plus que quelques mètres de large. Ceux-là, ils ont tenu, par contre. Qui plus est, la dune subit une érosion impressionnante. Elle a particulièrement souffert cet hiver. Signaler, il a changé. Régis Colonna et Anthony Maury, les gardiens, sont inquiets. Ils tentent de la protéger avec ces palissades qu'ils appellent des ganivelles. C'est nos équipes qui entretiennent les ganivelles pendant toute la saison afin d'éviter le piétinement de la dune qui est assez érodée déjà par rapport aux tempêtes qu'il peut y avoir de vent d'est. Là, on voit les racines de l'arbre, elles ont été complètement mises à nu. Donc on a été obligé de renforcer les arbres, de les maintenir, vous voyez, avec des câbles. Parce que sinon, le risque, c'était que ces arbres tombent un jour. Et s'ils tombent en période estivale, quand il y a beaucoup de touristes, ça risque de faire des dégâts. Déjà, on a la mer qui fait un gros travail, qui érode toutes ces dunes. Donc si on laisse en plus les gens passer tous les jours, c'est foutu, quoi. Donc ça, nous, on veut le protéger. L'afflux de touristes peut être un danger pour l'île. Et en même temps, cela constitue sa principale activité économique. Bien, bonjour. Bonjour. Elle est belle, notre île. Et ce qu'on veut surtout, c'est qu'elle reste intacte pour les années à venir. Parce qu'il ne faut pas regarder que maintenant, dans les 10 ans, il faut regarder plus tard pour nos enfants, qu'ils puissent profiter aussi de ces paysages, comme on a profité, nous, quand on était gosses. Dans quelques semaines, la réserve va être envahie par une espèce de migrateur un peu particulière, les plaisanciers.
En été, chaque jour, plus de 20 000 personnes viennent sur cette vaste étendue de mer pour toutes sortes d'activités. Pêche, plongée sous-marine, promenade. Des règles strictes sont imposées à tous ceux qui y viennent. Il n'y a pas que l'île Taureau qui leur est interdite. Aujourd'hui, Anthony et Paul, agents de la réserve, se rendent dans une autre île également protégée à une vingtaine de minutes de Porto Vecchio. Maestro Maria, 3 hectares de sable et de rochers entourés de quelques îlots. Un sanctuaire pour les oiseaux qui viennent s'y reproduire au printemps. À partir du 1er avril, l'île est interdite d'accès. Seuls les agents de la réserve peuvent y accoster. Et encore, pour ne pas déranger les oiseaux, les agents ne viennent que 2 fois par an et ils s'interdisent d'y rester plus d'1 quart d'heure. D'ici quelques semaines, les bateaux seront des centaines sur ces eaux tellement attirantes. Mais la réglementation leur interdit de s'approcher de certaines de ces îles. Sur les doigts. Le débarquement est interdit parce que vous avez les nidifications de goélands qui se fait. Donc les goélands vont pondre leurs œufs et tout ce qui va être dérangement, perturbation, ils vont laisser leurs œufs et aucune nidification va pouvoir se faire. Donc c'est très important de préserver notre endroit, notre île et notre réserve. Voilà, on va aller voir un petit peu s'il n'y a pas eu du cassage d'œufs. Et en même temps, s'il y a des déchets sur l'île, on va ramasser des déchets. Donc les déchets qui sont ramenés par les fortes tempêtes hivernales. C'est pas de verre, de plastique. Donc ça arrive par les tempêtes. Qu'on puisse avoir d'ouest, soit de nord-est. Tout arrive, tous les saletés, on risque de trouver des bidons. Tout arrive par la mer. Voilà. Un œuf de goéland qui n'a pas encore éclos. Donc il a encore à 15 à 3 semaines pour éclore. Alors faire bien attention qu'on ne marche pas. On ne vienne pas marcher sur des œufs. Ce geste parce que les goélands sont prêts à se battre pour défendre leurs petits. Il est déjà arrivé que des agents se fassent attaquer. Ouais, apparemment là, un œuf qui a déjà éclos. Donc il doit avoir le petit qui doit être dans les parages. Le poussin, il y en a 2. On ne va pas les déranger. D'habitude, ils peuvent être beaucoup plus cachés, c'est quand même très rare. Là, c'est vrai que c'est magnifique. Des moments comme aujourd'hui, c'est des moments exceptionnels. De naissance d'oisillons, de petits goélands, bon, on se dit qu'on ne fait pas de la protection pour rien s'ils sont là aujourd'hui. T'inquiète pas, je viens de te faire de mal. Voilà. C'est pour ça qu'on essaie que plus personne ne vienne sur l'île, parce que si on a 30 personnes qui piétinent, ils écratent, déjà ils piétinent tout ce qui est floraison, et puis voilà, ils piétinent des petits et des nouveaux arrivés comme ça. Donc ça serait vraiment dommage. Allez, on va la mettre dans l'ombre. Entre l'éclosion et leur envol en septembre, 6 mois vont passer. 6 mois pendant lesquels les oisillons sont très vulnérables. Regardez tout autour de nous, cette nature qu'on a, ces paysages magnifiques qu'on peut avoir, que ce soit sur la mer, sur la montagne. Là, au milieu des buildings et des embouteillages, ce ne serait pas possible.
Il n'y a pas qu'au-dessus de l'eau que les Corses ont décidé de protéger leur île. Car les migrateurs de l'été ont trouvé d'autres activités qui mettent en péril une autre flore. L'équipe des plongeurs de la réserve part en mission. C'est même pas lié qu'au débarquement. J'ai peur qu'on perde du temps et qu'on n'arrive plus après ou à vous récupérer ou à débarquer ou à faire les images plongées. On va quand même prendre pas trop de mer mais beaucoup de vent. C'est pour ça qu'on part tôt ce matin. Comme ça, la mission, on la passe ce matin et on est tranquille. On revient avant que le vent se lève, très très fort. La mission dont parle Paul Péchet, améliorer un dispositif pour protéger les fonds marins. La Corse est une île privilégiée au niveau de la beauté, surtout sa beauté naturelle. Il y a de plus en plus de construction, il y a de plus en plus de développement. Il faut arriver, pas à interdire, mais à faire coïncider donc le tourisme, le développement et la protection de l'environnement. À une vingtaine de minutes de la côte, le rocher de la Vaca, qui fait rêver les amateurs de plongée. Au point que l'été, les bateaux affluent autour. Entre les écoles de plongée et les particuliers, les ancres s'accrochent à tout ce qu'elles trouvent au fond. Elles raclent les herbiers. Pour que les plaisanciers puissent amarrer leur bateau sans détruire la flore, Paul et son équipe ont immergé il y a quelques jours 16 grosses bouées. Elles sont invisibles à la surface pour ne pas défigurer le paysage. Mais l'une est mal positionnée. Aujourd'hui, il y a quand même une météo défavorable. On aurait pu dire non, mais on reste à la maison, on reste au bureau. Non, non. On vient, il y a un problème sur une bouée. Il faut rectifier le tir, la remettre en place, on plonge, on la remet en place. Quelque part, il y a une grande part de plaisir et d'envie. Oui, la passion elle est toujours comme au premier jour. C'est bon, Vincent? Les bouées se trouvent entre deux eaux, mais l'une d'entre elles est immergée trop profondément. Donc là, le but de la plongée, c'est de récupérer le morceau de chaîne qu'on a descendu pour rallonger un démouillage pour les clubs de plongée qui est un peu plus bas. Les plongeurs vont donc rapprocher l'une des bouées de la surface. J'avais récupéré le morceau de chaîne, je me dirige vers la bouée que l'on a rallongée. Tout ce qui est dans l'eau est un peu plus compliqué. Il y a un flotteur à la clé pour ne pas la perdre, donc le flotteur il s'en mêle toujours un peu où il ne faut pas. Là, voilà, on visse. Il y avait énormément de vent, mais il n'y a pas beaucoup de courant là en ce moment. Et on est tranquille quand même sous l'eau. On est plus tranquille qu'hors de l'eau. Sous l'eau, les travaux, c'est très particulier parce que ou tu as bien expliqué avant et ça se passe très bien, ou tu t'es mal compris avec ton collègue. Et là, sous l'eau, pour expliquer, c'est impossible. Donc c'est vraiment du cinéma muet. Donc il faut vraiment bien se connaître et avoir une grosse habitude de travailler ensemble. Après, on va relâcher la chaîne, on va faire remonter la bouée. Là, ça y est, on a rehaussé la bouée. Là, on protège tout ce qui est fond marin. Essentiellement, le but, c'est de protéger l'herbier de Posidonie, qui est l'équivalent de la forêt sur Terre. En limitant l'ancrage ou en interdisant l'ancrage
tu arrives à protéger complètement la baie de Posidonie. En le protégeant, on assure la préservation de tout le milieu marin. Les poissons, déjà, ils ont non seulement besoin de l'herbier pour vivre, parce que l'herbier réoxygène la mer, mais entre autres, c'est un peu une protection. Il y a des poissons qui nichent dans l'herbier de Posidonie. C'est vraiment l'équivalent de la forêt. S'il n'y a plus d'herbier, il n'y aurait plus d'oxygène, il n'y aurait plus de poissons. Il n'y aurait plus de faune, il n'y aurait plus rien. On en arriverait à avoir une eau morte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est protégé au niveau mondial. Là-bas, regarde, tu as une murène qui est en train de sortir. C'est un poisson qui n'a pas une très bonne réputation, mais essentiellement parce qu'on le compare à un serpent. Tiens, voilà, tu le vois le mérou là qui est en train de venir? Il y en a même un autre derrière. Voilà, c'est pour ça que ces sites sont appréciés de la plongée, qu'il y a énormément de plongeurs qui viennent sur ces sites-là. Ils sont restés moins d'une demi-heure sous l'eau. Mais lorsqu'ils émergent, le temps n'est plus tout à fait le même. Le vent est très très fort de l'eau, la mer s'est levée, mais sous l'eau c'était impeccable, aucun courant, aucun problème. Alors on est mieux sous l'eau. Hein. En Corse, le temps peut vite changer. Cela peut même être brutal. Les nuages peuvent s'accrocher aux montagnes et provoquer des orages. Ce jour-là, des trombes d'eau s'abattent sur l'arrière-pays, transformant les petits ruisseaux en torrents infranchissables. Les pompiers d'un village de l'intérieur viennent d'appeler l'hélicoptère. Une famille s'est égarée, mais les secours venus par la route du village voisin ne parviennent pas à les atteindre. Les touristes se trouvent au fond d'un ravin inaccessible. Franck, l'ancien pilote de l'aéronavale, est aux commandes. Garde le phare la cata, j'ai vérifié ta sécurité. À ses côtés, Jean-Christophe, mécano et treuilliste. Pour info, donc il y a 6 personnes, 3 adultes et 3 enfants entre 9 et 6 ans. Il y a dû y avoir un gros orage avec une montée des eaux, il y aurait 6 personnes bloquées. Le but du jeu, c'est de prendre les gens a priori au treuil et les mettre en sécurité, tout simplement. L'appel est parti de la cascade de Lucelluline, un ravin dans lequel les pompiers ne peuvent pas descendre. Seuls de vrais grimpeurs peuvent s'y engager, car sous cette forêt dense, la cascade n'est pas facile à atteindre. La pente est raide et les rochers sont glissants. 6 personnes, dont 3 enfants, se trouvent au fond, incapables de retrouver leur chemin. Les grimpeurs secouristes, ce sont Christian Casanova et son équipier d'aujourd'hui, Ange François. C'est depuis la route que les pompiers du village les dirigent. VLTT Cervioni, Dragon, bonjour. Oui, Dragon 2B, VLTT Cervioni, bonjour. On arrive quasiment en vertical la cascade. Est-ce que tu peux nous préciser leur position? Ah, les gens, je les vois, ils sont verticales en dessous, Rad. Ok, en bas. Ah. Ils sont carrément au fond. Je vais de reculer, je suis attaché. Ouais, recule et j'ai un coup d'œil. Voilà, j'ai besoin de voir exactement la zone parce que c'est pas si facile que ça. J'ai cru deviner pas mal d'arbres au-dessus d'eux. Donc c'est ça la difficulté. Pour l'instant, je demande ouverture porte. Ouverture porte, la sécurisation, je l'ai vu. Je vais regarder où c'est. Alors, il y en a un là. Ils sont là-bas, allez. 1, 2, ok, stop. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu crois, Christian, viens, regarde. Est-ce que de là à là, tu crois que c'est franchissable par là? Écoute, on voit pas, mais... Ou alors on fait un vertical, leur position, Franck. Et on essaye de regarder si ça passe. Tu le mets dans le maquis. Tu vois l'obstacle, à gauche, il est là. Ouais, je l'ai vu, ouais. Voilà, si tu peux te mettre au-dessus... Ok, on le ferait. Je dégage là. Pour l'instant, c'est pas gagné, ils sont sous l'arbre. L'endroit est encaissé.
Une ligne électrique, les arbres, la paroi. Ici, tout peut provoquer un accident. Si je tourne par là, de toute façon, je suis bien. La ligne n'est pas là. Chaque geste du pilote doit être d'une extrême précision. Je commence le treuillage, bonne position. Je n'ai pas tellement de repères, hein, donc je vais bouger en latéral. Le pilote ne voit pas ce qui se passe sous l'hélicoptère. Ses yeux sont ceux du mécano-treuilliste. Christian Casanova descend le premier. C'est lui qui va devoir trouver la bonne voie pour atteindre les égarés. Il y a 2 minutes que je vois où ils sont parce que là où je suis c'est très glissant et je vais voir si je peux accéder à eux. Hein. Et pour moi, ils sont derrière toi. Hein. Faut pas que tu montes, hein, faut que tu descendes. Hein. Il faut qu'ils descendent, oui. Christian est tout à côté d'eux, mais pas moyen de les atteindre. Là c'est un peu merdique pour y aller. Regarde si tu peux voir avec Jean-François de l'autre côté. Hein. Bon, je vais poser Jean-François de l'autre côté alors. Ouais, on va essayer de se rapprocher. Ah, ça va être chaud là, même l'extraction, putain, le chemin il est super étroit. Je suis vraiment embêté quoi. On essaye. Allez, c'est parti. 30 mètres pour atteindre le fond du ravin. La hauteur d'un immeuble de 10 étages. J'ai le signe, il est détaché. Tu peux monter? Tu peux monter. Ouais, la zone c'est là, hein. C'est pas ailleurs. Hein. C'est effectivement par ce passage qu'il a une chance d'atteindre les randonneurs. Il est 18 h. Les parents et les 3 enfants attendent les secours depuis 6 heures dans le froid et l'humidité. On va prendre les petits d'abord, d'accord? Les 3. Après on revient et on vous prend tous les 3, ok? Alors, on va commencer par toi, c'est la plus petite. Hein? Alors doucement, attends, parce que là ça glisse, on va s'habiller là. Alors je vais te mettre ça, d'accord? C'est armé, tu dois être accroché à moi et on va monter dans l'hélicoptère, d'accord? Mais tu n'as pas peur, hein? Tu m'écoutes? Pendant ce temps, l'hélicoptère a récupéré Christian Casanova pour le faire passer par le même chemin qu'Ange François. Ils vont être 2 pour s'occuper des naufragés du canyon. Allez hop. Toi comment tu t'appelles? Alice. Alice, moi c'est Ange François, d'accord Alice? Et ça c'est Christian. C'est bon les grands. Oh ouais. Vous avez tout récupéré? Oui, oui, venez, venez. Merci. On fait les gamins parce que si l'hélico doit repartir et qu'on est pris par la nuit, c'est plus... Hein? Oui. Attention, ronces, elles font mal. Ça glisse, allez, il y a des ronces et plus de 50 mètres pour atteindre une clairière où ils pourront être élitreillés. Comment vous êtes arrivés là? Ah bah ça c'est la question. Hein. Il va faire un peu froid parce qu'il y a le vent de l'hélico, d'accord? C'est bon, Alice? On est prêt, il y a 3 triangles installés. Le seul endroit à peu près accessible est un petit replat sur lequel s'est arrêtée il y a quelque temps une voiture qui avait raté un virage. Alice, la plus jeune, est évacuée la première. Ne tiens à rien, mets les bras comme ça. Tu te tiens à moi. Voilà. Petite est là. Elle sourit. Voilà. Elle sourit ou la froid? Elle sourit, ouais. Ah, c'est marrant. Ah, la froid, hein? Ouais, ça je m'en doute, mais il y a une couverture derrière la bouteille d'oxygène, Voilà. t'as pas lui filer qu'elle se te mette sur les épaules, quoi. Ça y est, c'est bon.
En quelques minutes de vol stationnaire, l'hélicoptère extrait les 3 enfants. Pour eux, cela ressemble à un nouveau jeu qui conclut en apothéose cette journée d'aventure que leur ont offert involontairement leurs parents. Là, il reste 3 adultes. On récupère encore un adulte pour qu'il y ait un adulte au contact avec les 3 enfants quand on les posera au stade, d'accord? Ouais, je prends le plus léger. Merci. Le plus léger, c'est la maman. Ok, tout le monde dedans. Vas-y, vitesse. L'hélicoptère est aux limites de la surcharge. Il ne peut pas transporter tout le monde en une seule fois. Les autres attendront en bas avec un des 2 sauveteurs. Alors tu leur dis qu'ils nous attendent là et qu'il reste 2 minutes que quelqu'un va venir. Dormir et surtout prendre une douche. Moi j'ai envie de prendre... Et me laver les ongles aussi parce que je peux pas aller comme ça. Moi j'ai envie de prendre un bon bain chaud. On a été incapable de retrouver la route. Je sais pas ce qui... Alors avec l'orage, ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de ruisseaux qui se sont formés partout. Ouais. Et du coup, on savait plus ce qui était la cascade. On n'a pas retrouvé le bon ruisseau. Ouais. Des émotions et des vacances qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Oh, je suis fatiguée. Moi aussi. Voilà, tout le monde est là. Ça y est, heureusement que t'étais pas avec nous, toi. La Corse et ses villages de l'intérieur. Des hameaux perchés aux ruelles étroites pour s'abriter du soleil, avec leurs maisons suspendues, accrochées à des éperons rocheux pour protéger les habitants des razzias qui autrefois venaient du sud. Aujourd'hui, les envahisseurs se font rares. Les habitants aussi. À une vingtaine de kilomètres de la mer, Monté et ses hameaux qui datent du Moyen-Âge. La commune a compté 2000 habitants au XVIe siècle. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 300. Après des années de dépeuplement, Monté revit un peu. Dans cette maison habite un médecin urgentiste. Le docteur André de Caffarelli est né dans la région parisienne. Il y a quelques années, il a décidé de s'installer sur la terre de ses ancêtres et il a redonné vie à la maison de la famille. L'été, Thibaut, son fils, qui vit à Paris, le rejoint pour quelques semaines de vacances. Lui, il est un peu maigrichon. Hein. Il n'avait pas grand-chose à manger là-haut. Voilà. Hein. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement stressant. Ça détend. Alors quand tu sors d'un univers comme les urgences, où tu es dans un univers fermé, avec beaucoup de technique, beaucoup de bip-bip, et puis des gens qui sont stressés, ça tourne dans tous les sens, ça va vite, ça défile, il faut réfléchir vite. Quand tu arrives dans un endroit comme ça, bon, bah, c'est le repos, le contraste fait que très vite la pression diminue, et puis hop, voilà quoi, relaxation quoi. Tiens. Il est tranquille, il est détendu, il se repose, comme il le dit. Ce que je vais faire, je vais nettoyer le truc là parce que... Mais je pense que le soir, il y a les sangliers, les cochons qui doivent venir tout bouffer là-dedans, tout boire. Quand je vois à quel point parfois il est stressé, j'ai pas forcément envie de me mettre à sa place. Et c'est justement parce que j'ai pas envie de me mettre à sa place maintenant que je pense que je n'aurais pas envie de me mettre à sa place plus tard. La place qu'a choisie son père, c'est le village
et en même temps la ville, le contraste. Tous les matins, en 45 minutes, il descend par cette petite route vers le centre de Bastia. C'est vrai que ça peut paraître un peu long, mais tu vas voir, le paysage est quand même superbe, quoi. Alors, parfois il y a de la neige, c'est pas en montagne. Alors quand après une journée de boulot ou aux urgences, on a rencontré et vu beaucoup de gens dans des situations parfois un peu tendues, je trouve que c'est bien agréable d'arriver dans un endroit très calme, vert, nature. Je suis chef de service des urgences de l'hôpital de Bastia. Et en fait, bon, mon rôle consiste à m'assurer qu'il y a de la fluidité dans le système. C'est pas toujours gagné, parce que quand il y a beaucoup de monde qui arrive, il y a forcément un peu d'attente. Alors ça crée parfois des tensions, mais c'est l'essentiel de mon boulot. Donc c'est assez riche. Tout au long de l'année, les urgences sont le lieu où convergent les problèmes de cette Haute-Corse, de Bastia et de 50 bons kilomètres alentour. À peine arrivé, le docteur André de Caffarelli se met au rythme du service. Alors attends, qui tu veux que je te fasse rentrer? Alors, ou ce monsieur ou cette dame qui vient parce qu'elle a mal au pied, allez, ça va. ou le monsieur qui a mal à l'oreille. Ici, c'est parfois la cohue. Des petits bobos, mais aussi des cas plus préoccupants. On l'installe au travail. Bonjour monsieur. Bonjour. La courroie du moteur, apparemment c'est bien entaillé. Vous êtes mécano? Non, je suis pas trop pêcheur. Ah ouais, d'accord, et vous étiez dans le moteur? J'ai fait une fausse manœuvre, allez, disons. Je l'ai fait 1000 fois, mais là, à un moment d'une autre plan. Vous avez des allergies connues, monsieur? J'enlève le t-shirt? Oui. On met dans le sac. Le marin est un pêcheur de langoustes. Vous allez m'endormir? Complètement. Anesthésie générale, mais du doigt. Ah bon, nous sommes partis avec mon fils à 4 h du matin, 4 h moins le quart. Et on était à, je sais pas, 7-8 milles au large lorsque l'accident est arrivé, quoi. Une heure après, on avait déjà 6 à 7 kilos, quoi. Mais il a fallu faire demi-tour. Dommage. Demain, on retournera. Voilà, docteur, je vous remercie pour votre compétence, votre gentillesse. Écoutez, merci. Mais c'est surtout mon collègue qui s'est occupé de vous. D'accord. Je lui ai dit également, mais comme on m'a dit de vous le dire. D'accord, ça va, merci. Voilà. La nuit tombe. Dans sa journée, le docteur de Caffarelli a eu à traiter 60 patients. Le village de Monte. Les maisons ont été construites avec la roche des alentours, ce schiste qui les fond dans le paysage. L'arrivée du docteur a conforté les anciens dans leur enracinement. La présence d'un médecin est rassurante. Il est très populaire. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va? Bonjour monsieur, ça va bien? Ça va comme le temps. Ah bah écoutez, plutôt correct. Ça peut aller. Bon. Tellement correct, il fait frais. Il fait frais, oui. Moi, je viens voir Cécile. Allez, hop, voilà, le médecin qui vient chercher sa bouteille de gaz. Aujourd'hui, toute la vie de Monte se concentre autour du café de Susul, ouvert 7 jours sur 7. Bon, Susul, ça va? Chez Susul, on trouve tout. Une sorte de drugstore. Aujourd'hui, Mon café. on travaille. Donc je prends 2 bouteilles grises contre 2 bouteilles Et grises. ça risque d'exploser. Bon, on va faire en sorte que ça n'explose pas. Allez, on va aller voir les bouteilles. Allez.
C'est par là. Allons vendre. Susul, 84 ans. Elle est fière de ne pas avoir quitté Monté depuis son enfance. Regardez, André, ici. Je vais les prendre, ouais. Celle-là, elle est pleine. Regardez l'autre. Attention vos orteils. Allez, attention. Voilà. Bon, on ferme pas à clé ici. Non. On ferme à clé ou pas, non? C'est ouvert. C'est ouvert, bon, ça va. Mais il y a des loquets, mais... C'est la doyenne. Ah oui, c'est la je suis doyenne. la doyenne. Quand on veut savoir quelque chose faut venir. de certain, il faut demander à Susul. C'est la mémoire du village. Exactement. Avant, c'était ma tante. Oui. Et maintenant, c'est vous. Ma tante, elle est morte, elle avait 91 ans. Mais c'était une encyclopédie vivante. Elle connaissait tout. Bon, merci Susul. Bien. Je vous dis au revoir. Alors, au revoir. Merci Et pour à la prochaine. le service et à la prochaine. Voilà. André de Caffarelli a pratiqué la médecine à Paris et beaucoup plus loin, jusqu'à La Réunion. Et puis un jour, il a décidé de venir ici. C'était chez lui. Monsieur Trodjan. Bonjour. Bonjour Tony. Vous arrivez à point, Nous sommes en train de, super. de tester super, un oui. jambon de 18 mois. Hein. Bon, puis c'est bon pour la santé, ça. Ah, c'est excellent. Il Eh paraît, ouais. vous savez, je crois que vous êtes bien placé pour le savoir. Le gras de porc, c'est le gras le plus sain. Mieux. Extra, ouais. Ah, il a 18 mois. Hein. Bon, et la santé, ça va? Oui, ça va. Ça va? Bon. J'ai réchappé à tout en Algérie, donc la santé, ça ne peut aller que bien, moi. Pour moi, hein. Excellent, ouais. Ici, on vit beaucoup dans les souvenirs. Le docteur fait figure de petit genou. Il a bien intégré le village, bien sûr. Vous pensez, il est connu, hein. Vous savez, dans les petits villages comme ça, on se connaît tous. Hein. Ici, moi, j'ai connu le Moyen-Âge. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilettes, pas de chauffage, rien. Vous voyez le bond qu'on a fait en 60 ans, en 55-60 ans, on a fait un bond en avant extraordinaire. Allez, salut. Salut de page. C'est amusant parce que la première fois que je suis arrivé dans le village, je suis sorti sur la petite place et je me suis dit, je sais pas, mais je sais que c'est là que je passerai ma retraite. Voilà, c'est simple. Hein. C'est là que je passerai ma retraite. Voilà. Donc ça s'explique pas. Hein. Ça, c'est un chèvre pur. Mais celui-là, il n'est pas aux normes parce qu'on ne peut plus le faire comme ça. Ils le font dans des grottes, ils le font anciennes, hein, comme ils l'ont toujours fait. Alors, paraît-il que c'est plus aux normes européennes. Celui-ci non plus. Bon, ben, on le donnera pas aux Européens, on va le garder pour nous alors. Hein. Bon, ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on veut quand même. Hein, parce que les normes, c'est bien beau, mais les traditions, ça a de l'importance. Eh oui, bien sûr. Mon grand-père disait, il vaut mieux tuer un homme que de rompre un usage. Il le pensait, attention. Hein. Et les usages ici ont toujours été respectés. Alors, on va tous respecter les usages. Alors, oui, il n'y a pas de problème. Hein. À une quarantaine de kilomètres de Monté, un autre monde. Retour aux urgences de Bastia, avec Patrick Lévy, un médecin qui a quitté Évreux pour s'installer en Corse. Bien, et toi? C'est ici qu'il a rencontré Sabine, une infirmière qui, elle, avait quitté Toulon. Bonsoir, mesdames. Sabine est devenue sa compagne. Il leur arrive de faire équipe. Patrick va assurer la garde toute la nuit. Sabine retournera chez eux plus tôt que lui. Mais pour l'instant, ils reçoivent un premier patient. Un accidenté de la route qui va leur démontrer que la Corse est décidément l'île de l'amour, comme l'avait chanté Tino Rossi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Montrez-moi où est-ce que vous avez mal, monsieur. Tournez-vous, il va vous montrer, docteur. Tournez-vous, s'il vous plaît. Je me tourne. Ah, allons-y. Tout là. D'accord. Vous étiez conducteur, passager? Conducteur. Ceinturé? Ceinturé. Vous êtes rentré dans une autre voiture ou c'est quelqu'un qui vous est rentré dedans? Non, non. Il m'a tapé et la voiture est arrivée quand je le remblais et puis elle a fait deux tours, comme ça. D'accord, ok. Alors attendez. Ah. Non, non, bougez pas, bougez pas, bougez pas.
Ok. Alors, bougez-moi vos petits pieds. Encore. Poussez sur ma main. Oui, celle-là aussi. Fort. Relevez. Impeccable. Allez, zou. Qu'est-ce qui est arrivé? De voiture dans la 4 voies. Elle s'appelle Marie-Rose. D'accord. Voilà. Lui, c'est René. Là. D'accord. Allez, donnez-moi vos mains. Serrez fort. Fort, fort, fort. Allez. Oh, c'est bien. Costaud. C'est bon, c'est bon. Je pioche, monsieur. Vous piochez. Donc on va vous envoyer à la radio, monsieur. D'accord? Oui. Et on va vous faire une piqûre et essayer de soulager votre douleur. Oui. Ça vous va? Attention, allez doucement, vous inquiétez pas. Mon mari. Il va bien, ben, venez. Je vous fais rentrer pour être auprès de lui. Venez là. Calmez-vous. Regardez, il est là. D'accord? Pourquoi ils ont mis ça? Pour le calmer, pour calmer la douleur. Ah. D'accord? Rien de plus ni moins. Hein? Ne vous inquiétez pas. D'accord? C'est pour la douleur. Voilà. Oh non! Il va bien, regardez. On va l'emmener. Non, écoutez-moi. On lui a mis juste pour la douleur. D'accord? C'est tout parce qu'il a mal. On met un premier calmant. On en mettra un deuxième après. Dès qu'il sera calmé, je l'enverrai à la radio. Ah. D'accord? Oui. Hein? Vous inquiétez pas. Allez, à tout à l'heure. C'est un homme exceptionnel. 43 ans de mariage sans avoir jamais eu un mot. Jamais. À côté, les autres, ils peuvent se rhabiller, je vous le dis. On venait tranquillement pour rentrer chez nous. Voilà, seulement le destin. Il a décidé qu'on n'allait pas rentrer chez nous. Alors l'essentiel, la voiture inutilisable. Donc ça, c'est pas grave. Moi, l'essentiel, c'est que mon mari n'ait rien. Et puis tout le reste, c'est des bricoles. Vraiment, le couple qui s'aime, où elle est super inquiète, c'est super chou. Je trouve ça génial. Ils ont l'air amoureux, je trouve ça super mignon. À leur âge de s'aimer comme ça. Jamais un mot de travers pendant 43 ans. Jamais. Et on sort tous les dimanches à danser. Il a les pieds froids. Et quand on a les pieds froids, en plus de la douleur, c'est sûr qu'on n'est pas bien. Moi, je vais vous abandonner. Merci. D'accord? Merci, madame. Bah, de rien, hein. Bon courage. Merci. Hein? Moi, je suis là demain matin, mais j'espère pas vous voir. Ah, mais je pense qu'on sera là. Non. Allez, au revoir, bon courage, monsieur. Bonsoir, merci beaucoup, madame. Sabine a fini sa garde, mais Patrick est là pour toute la nuit. Entre deux urgences, il prend le temps d'une pause. Voilà, c'est ce que 24 heures de garde, si on se restaure pas un petit moment, ça finit mal. Hop, je mange avec les doigts. Hein. La bonne franquette. Ce soir, il est content d'avoir René et Marie-Rose pour patients, d'autant que le premier examen lui a enlevé toute inquiétude. C'est vrai que c'est assez varié, mais il y a toujours des gens dans une journée qui sont plus attachants que d'autres. Hein. Et ceux-là, effectivement, ils sont mignons comme tout, ils sont gentils, ils sont pas agressifs, même s'ils sont inquiets. Ils sont plutôt, enfin, ils nous remercient, nos bons soins. C'est pas si fréquent pour effectivement en plus qu'on le note d'autant plus et que ça fasse plaisir, oui. C'est quelque part un peu pour ça qu'on fait ce métier-là. Ne respirez pas. Respirez. Allez, une dernière et c'est fini. Les radios ne révèlent aucun dégât, pas la moindre petite fêlure. Tu peux passer la radio? Oui. Ah. Tout juste. Bon, alors. La douleur persiste. Ah, vous allez avoir un petit peu mal, ça, je peux pas vous le cacher, mais effectivement que ce soit tout à fait tolérable avec le traitement qu'on va vous donner, qu'on a commencé à vous donner. Mais pour moi, si vous voulez, il n'y a pas de raison qu'il reste hospitalisé. Oui. Donc il va pouvoir rentrer à la maison. Maintenant? Oui.
Et s'il lui arrive quelque chose, docteur? S'il lui arrive quoi? Là, ce ne sont plus les mêmes règles que nous appliquons, hein, parce qu'on en a vu. Hein. Oui. On a voulu envoyer des gens chez eux à la maison, c'est arrivé, on a justement une cousine. Oui, mais il existe plein de choses comme ça, d'accord. Donc, oui, mais comme je vous disais, vous avez plusieurs patients. Moi, Oui. j'ai qu'un mari et Oui. il n'y a personne derrière hein, Bon, on est bien d'accord. pour le remplacer. Alors, moi, à mon avis, Oui. on ne sort pas, on sort demain matin. Maintenant, je ne sais pas quelle est votre décision. Mais qu'est-ce qui sera passé entre demain matin et ce soir? Vous voyez ce que je veux dire? Pour nous, beaucoup. C'est quoi? Parce que nous, s'il y a quelque chose, on est là pour le premier soir. On dit toujours 24 heures, on dit toujours une nuit. Qui ont? C'est qui ont? Les gens qui ont affaire avec les accidentés, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Parce que souvent, on n'a rien, et puis le lendemain, adieu baraque. Attention, hein. Moi, autant je suis une personne calme, docteur, pondérée et réfléchie. Mais attention que s'il y a le moindre problème, moi je vous assure que dans les 10 minutes, il y a les radios, les télévisions, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, j'ai ce pouvoir. Alors, oui. Aussi, je voudrais bien... Bien sûr qu'on voudrait bien rentrer chez nous. Et on serait à l'aise et tout, mais Non, jusqu'à demain, ça me semble raisonnable. Maintenant, docteur, c'est vous qui voyez. Moi, je m'en vais pas. Il faut que vous nous sortiez. Je pense qu'on va essayer de vous trouver une place, hein? On va résoudre le problème. Non, bah non, c'est pas très agréable ici pour votre dos, c'est pas... non. Vous seriez mieux dans votre lit, on est bien d'accord. Ça, c'est un brancard d'urgence, c'est pas fait normalement pour stationner des heures. Donc on va essayer de vous trouver un lit plus confortable. Merci. D'accord? On fait comme ça? On fait comme ça. Merci. Je vous en prie. Donc là, c'est une réaction quand même inattendue. Oui, ça avait bien commencé. Mais voilà. Oui, puis ici, c'est relativement rapidement limite menaçant, quoi. Voilà, ça c'est la partie la moins sympa. Effectivement, on se sent contraint et forcé. Voilà, alors effectivement, on est tous faillibles, hein. Moi je peux me tromper, tout le monde peut se tromper, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est vrai que quand ça devient un rapport de force comme ça, il fut un temps, j'aurais peut-être joué ça différemment, mais aujourd'hui, avec l'expérience, ça vaut pas la peine. Marie-Rose et René ont donc passé la nuit ici et ils ont rejoint leur maison le lendemain matin. Saint-Florent. L'ancienne cité génoise, avec sa citadelle du XVe siècle, est devenue l'un des hauts lieux du tourisme. C'est à partir de son port qu'une navette permet d'atteindre les plages presque inaccessibles des Agriates. Bonjour. Patrick et Sabine ont décidé qu'aujourd'hui serait une journée enfant. Ils en ont 5. Allez, 1, 2, 3, 4. Une famille recomposée pour laquelle le plus excitant des programmes est la plage. Et interdiction de se mettre debout sur le banc. D'accord? C'est à genoux, vous regardez, pas debout. C'est journée détente, là on en profite pour emmener la petite famille à la plage. Il fait beau, on va sur une plage magnifique. Donc c'est sûr que voilà, on a l'occasion de faire ça ici et peut-être qu'ailleurs on n'aurait pas l'occasion de pouvoir, si on habitait ailleurs, de faire ce genre de sortie. Tout le plaisir de la Corse, il est là aussi, quoi. On essaie juste de faire des choses qu'on aurait aimé faire peut-être petit et que nous on n'a pas eu l'occasion de faire parce qu'on n'habitait pas là. Donc voilà. La plage où ils vont est tout à fait particulière. Aucune route n'y mène. La meilleure façon d'y aller, c'est le bateau. C'est chouette, hein? Regarde la montagne comme c'est beau. Tu te rends compte, on est sur la mer et on voit la belle montagne. Pour les gamins, c'est génial, hein? La plage, les forêts, les montagnes. Donc, ils ont l'air assez heureux pour l'instant. C'est un peu le dépaysement total, quoi. On pourrait être à des milliers de kilomètres, ce serait pareil. Et là, il n'y a pas vraiment besoin de faire autant de kilomètres pour trouver un dépaysement, des odeurs, des paysages, une lumière qui est extraordinaire. Elle est claire, la mer, elle est trop belle. Oh, la mer. T'as vu la couleur de l'eau, elle est turquoise, c'est magnifique. Oh là là. Les plages du Lotto et de la Saleccia sont les plus célèbres des Agriates.
Elles sont accessibles après des heures de marche dans le maquis ou bien 30 minutes par bateau. Il est où, Gas? Viens, Gas. Ici, ni hôtel, ni restaurant, pas même une paillote. Quand même la couleur de l'eau. Il n'y a aucun risque pour les enfants. Une eau calme et peu profonde, jamais une cohue qui les ferait perdre de vue. Allez, à table. On a faim. De quoi oublier les urgences, l'hôpital, l'hélicoptère et ne penser qu'à eux. C'est pas des trop gros, hein. Allez, c'est bon. Tu leur donnes? Et vos mains pas pleines de sable, j'espère. Hein. Renversez pas les trucs, hein. J'ai mis du beurre, du jambon et du fromage. C'est bon. C'est Ouais, bon? c'est vraiment bon. C'est vraiment paradisiaque, là. On a l'impression d'être en vacances. Vivre en Corse, moi j'ai l'impression d'être en vacances tout le temps, toute l'année, mais c'est vrai. Je le dis souvent, hein. Je vais travailler et voilà, mais alors si en plus après on a pris le maillot de bain et qu'on va à la plage, on a passé une méga journée. Allez, venez. Paul, il va crémer le dos de Gaspard, il va crémer le dos de Jeanne. Allez, doucement, Raph, crème Jeanne. Gaspard, étale la crème sur Jeanne. Et les épaules aussi, et les épaules. Aujourd'hui, le docteur Patrick Lévy est de permanence hélicoptère. Un peu la routine, cela fait 20 ans qu'il est urgentiste. Aux commandes, Sébastien, un pilote expérimenté qui vient d'être affecté en Corse. Il est très à l'aise avec cette machine. Avec eux, 2 gendarmes du PGHM. Ils viennent d'être alertés. Un jeune randonneur est en difficulté sur le GR20. Donc un jeune homme de 25 ans qui malaise, vomissement près de la cascade des Anglais, donc un endroit un peu inaccessible, autrement que par l'hélicoptère et vraisemblablement un treuillage. Pour atteindre la cascade des Anglais, 70 km à vol d'oiseau, 17 minutes en hélicoptère. Par la route, il faudrait plus de 2 heures. Allez, on approche la zone. Ok. On serait au-dessus ou en dessous de la passerelle là C'est au niveau de la passerelle, au-dessus de la cascade. Ouais. Faut finir encore, il y a 400 mètres. Ah, la passerelle est là, il fait le signe. Ouais, c'est juste à côté de la passerelle. D'accord, ok. Sébastien ne connaît pas l'endroit. Il veut éviter un hélitreuillage pour gagner du temps en déposant les secouristes sur le rocher arrondi qui surplombe cette passerelle. Ensuite, il pourrait les récupérer au même endroit avec le randonneur mal en point. Du coup, si on fait juste l'appui, oui. Et si on peut le prendre directement, tu gardes tout le monde de la machine ou? Ouais, on fait l'appui, mais on partira quoi. Hein, c'est-à-dire. Oui. Ils vont faire un appui. Lorsque le terrain est pentu, l'hélicoptère ne peut pas atterrir. Il doit se rapprocher du sol et y poser un seul patin. Il y a le rocher à gauche. C'est ce qu'ils appellent un appui patin. Seuls les virtuoses du pilotage s'y essaient. On y est presque, 5 cm. Ok, c'est ouvert. Parfait. Un appui patin tout en douceur. Le pilote a un doigté très fin. Allez, un en bas. Le docteur en bas. Un hélitreuillage aurait pris une dizaine de minutes. Là, en quelques secondes, les 3 sauveteurs sont opérationnels. Bon, on suit les professionnels. Les professionnels, ce sont les hommes du PGHM. J'y vais tranquille. Chaud. Excusez-moi, non, pas de soucis, hein. Excusez-moi, je suis un peu sous le choc parce que ça fait 6 heures que j'en chie et... Pas facile. 6 heures que vous marchez ou ça fait 6 heures que vous vomissez, que vous n'êtes pas bien? Je sais pas, on est parti à quelle heure? Ouais. On est parti à 7h, j'ai commencé à vomir à 7h30. Ah, et vous n'avez pas fait demi-tour? On s'est dit que ça allait passer, que c'était un truc que j'avais mal mangé. Et dès que je vomissais, en fait, je reprenais beaucoup de force, quoi. Et je pouvais marcher, mais comme avant. Et une demi-heure après, je me sens pas bien, je suis obligé de m'asseoir, de m'arrêter, voire de faire une sieste, et je vomis, et ça repart. D'accord, mais vous avez mal au ventre sinon, en dehors des vomissements? Non, là j'ai pas mal. Là. D'accord.
En même temps que sa tension, Patrick vérifie s'il n'est pas en hypoglycémie, ce qui pourrait expliquer ses malaises. C'est la dernière étape, on voulait en finir. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de jours que vous marchez? Donc là, c'est le 7e jour. Le dragon patiente au-dessus de la montagne. Il survole le mont Doro, l'un des points culminants de l'île, avec ses 2389 mètres. Dragon pour Olive. Ouais, on vous a bien reçu les gars. Tu estimes dans combien de temps le treuillage? Donc on est en train d'équiper la victime de la culotte, on est prêt dans 3 minutes. Après ces 7 journées de marche, le jeune homme n'a plus aucune énergie pour continuer. Ça fait depuis 7 heures que je démarre. Ça arrive à tout le monde, faut pas s'en faire, d'accord? Je pense un petit peu quand même. Si vous avez besoin de vous lâcher un peu, allez-y. Il craque. Les gendarmes décident de le remonter avec le treuil. La plus grosse difficulté du GR20, c'est de le parcourir dans son intégralité. Là, j'en ai pas l'air, mais c'est difficile pour moi de marcher. On a essayé avec mes copains qui me portaient, on avançait très peu, très mal. C'est pas évident. Ok, on se pose dans 30 secondes. Lors des accidents de montagne, il n'y a pas que des fractures et du sang. Parfois, les traces sont moins visibles, mais elles peuvent être très douloureuses. Remontez un peu. Mettez-vous à l'aise. C'est la première fois que vous êtes prise en charge par les pompiers? C'est la première fois et c'est un peu un échec, quoi, parce que tu as passé. Parce qu'on sent qu'on a fait, comment dire, on aurait pu éviter ça et ne pas demander cette aide. Je sais pas. Allez, bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ça fait jamais plaisir d'aller chercher quelqu'un qui n'atteint pas son objectif finalement, quoi. Ouais. Mais bon, on est content de le sortir de là parce qu'on n'est pas sûr que tout seul. Je pense qu'il aurait peut-être pu s'en sortir tout seul, mais ça aurait été dur pour lui, quoi. Le randonneur va être requinqué à l'hôpital de Corté. Dragon 2B a repris les airs pour rejoindre la base de Bastia. Le temps est calme, un vol tranquille. Et puis soudain... Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh bah Lyon. Qu'est-ce que t'as vu? Un bilan. T'as pas vu la bête? T'as touché? Non, non. Bah, je crois qu'on a été surpris tous, non? Ah non, on l'a prenait en pleine paf, hein. On aurait pu péter le plexi, le pilote aurait pu être blessé, le mécano, comme c'est déjà arrivé. Honnêtement, au bout d'un moment, je pense qu'on n'essaye pas de trop réfléchir, parce que si on réfléchissait vraiment, je pense qu'on le ferait pas. Un Milan pour le pilote, un aigle selon l'un des gendarmes. S'il l'avait touché, l'équipage aurait vécu un sale moment. Comme les occupants de cet hélicoptère militaire qui est quand même parvenu à se poser en catastrophe après avoir heurté un de ses oiseaux. Trois jours plus tard, Patrick n'a toujours pas oublié la rencontre avec l'oiseau, même si des tâches un peu moins aventurières lui ont remis les pieds sur terre. Chut, Ron, tais-toi. Hop. Bon, les saucisses, ça vous va, les enfants? C'est repas de fête, hein? On remonte les manches. L'épisode avec l'oiseau, Patrick en avait tout de suite parlé à Sabine. Hop, c'est bon. En fait, Patrick, il montre pas beaucoup
ses inquiétudes à table. Mais effectivement, il m'en a tout de suite parlé. Donc effectivement, c'est là que moi je vois qu'il a été un peu inquiet ou que ça l'a choqué. Ou voilà. Mais effectivement, on pense aux enfants, aux conjoints, à notre famille, quoi. À notre famille. Voilà. Allez, dodo. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. C'est une fois les enfants couchés que Patrick propose à Sabine de regarder les images qui ont été tournées lors de la rencontre avec l'oiseau. Allez, on y va. Alors. Ce que Sabine découvre, l'hélicoptère vole à 220 km/h. Soudain, le point face à nous, un gros rapace. À cette vitesse, il peut faire beaucoup de dégâts. Et puis, le réflexe miraculeux du pilote qui évite la catastrophe. Oh la vache. Ok. C'est rapide, hein? Ah non, moi je vais voir, attends. Oh mon pauvre chéri, t'es inquiet. Oh mon Dieu, la tête. Oh si, t'as eu peur. Oh là là. Oh là là, mon Dieu. Ah, moi qui te connais, je vois que t'as peur. Vas-y, remets-la. Remets-la, celle-là. Ah si, t'as l'air inquiet. C'est un instant flip, ouais. Ah la vache, ah si, mon Dieu. J'ai pas compris pourquoi tout d'un coup l'hélicoptère part en haut, et puis tout d'un coup il part en bas, et puis on a l'impression, voilà, il y a une fraction de seconde, on a l'impression que cet hélico, il va pas s'arrêter de tomber. Moi j'ai vraiment l'impression de... Oh, ça se voit à ta tête, quoi. Oh, tu me fais de la peine quand je te vois, je te promets. Ouais. Oh mon Dieu, ah non, ça me fait super mal de le voir comme ça. La rencontre avec l'oiseau ne va pas changer leur vie. Patrick continuera de monter dans l'hélicoptère. Sabine va continuer à assurer des gardes la nuit aux urgences. Ils nous ont répété ce qu'ils nous avaient déjà dit sur une plage l'hiver dernier, le jour où nous les avions rencontrés. On a ici tout ce qu'on peut trouver, qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs, réunis au même endroit. Voilà. Voilà, on est bien dans notre boulot, on est bien dans notre famille, on est bien avec nos amis, on est bien dans le pays. Ça fait beaucoup de choses quand même. Pas donné à tout le monde. Non, voilà. Donc, pourvu que ça dure et profitons-en. Patrick et Sabine ont l'intention de passer encore beaucoup d'hivers près de ces rivages. La Corse compte beaucoup d'anges gardiens qui l'aiment et préservent sa beauté.